Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est concernant donc le chômage ou l'emploi, c'est la même chose, ou bien le marché du travail, ou bien le marché de l'emploi. Donc, ça dépend vraiment donc de quel côté on se trouve, mais nous, on va toujours considérer le marché du travail. Donc, sur le marché du travail, essentiellement, quand on parle de marché, c'est qu'il y a des offreurs et puis il y a des demandeurs. Il y a ceux qui offrent donc le bien en question et ceux qui demandent le bien en question. Donc, le bien en question ici, c'est le travail. Donc, ceux qui travaillent, ce sont les travailleurs qui travaillent. Donc, ce sont eux qui offrent le travail et les employeurs, ceux-là qui demandent le travail. Il faut bien que vous reteniez ça. Parce que souvent, les étudiants font la confusion. Parfois, les gens ont tendance à dire que ce sont les employeurs qui offrent le travail. Non, ce sont les travailleurs qui offrent du travail et les employeurs demandent du travail. Mais si on veut faire la même analyse dans un contexte de l'emploi, ce sont les employeurs qui offrent l'emploi et ce sont les travailleurs qui demandent de l'emploi. Mais nous ne travaillons pas sur le marché de l'emploi, mais le marché du travail. D'accord? Donc, sur le marché du travail, l'offre du travail se trouve du côté des travailleurs et la demande du travail se trouve aux côtés donc des employeurs ou des entreprises. Donc, c'est la première des choses à noter. Et la définition donc du taux de chômage, la population active, le taux d'emploi, ça, vous l'avez déjà vu en suivant les capsules vidéo. Mais je reviendrai là-dessus avec quelques précisions pour ne pas être confus, parce que souvent aussi, dans la formule, il y a certains étudiants qui se trompent également donc, dans la partie exercice. Je reviendrai là-dessus pour mettre les points sur les i afin que vos idées soient bien fixées. D'accord? Alors, la chose sur laquelle j'aimerais revenir, qui est vraiment très importante, c'est vraiment ce qui concerne les différents types donc, du marché du travail. Donc, on parle de la rigidité du marché du travail. C'est-à-dire que difficilement les gens arrivent à trouver du travail ou difficilement on voit que les gens se séparent de leur travail, alors que dans d'autres économies, on voit que facilement on peut trouver du travail et facilement aussi on peut perdre son travail. OK? Donc, c'est ça qu'on va regarder. Donc, il y a deux types. Tous ces types de marché du travail qu'on trouve découlent vraiment des politiques du gouvernement, okay? Soit des lois qui protègent les employés ou des lois qui protègent les emplois. Okay? Donc, les lois qui protègent les employés, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça assure vraiment l'employé, même dans le cas où il perd son travail. Mais les lois qui protègent l'emploi, c'est qu'il y a des complications pour un employeur de congédier son employé. Dans ce cas, l'emploi est tellement protégé que quand quelqu'un a un emploi, c'est comme s'il l'a à vie. Alors que là, quand on protège un employé, on ne protège pas par contre son emploi, mais on le rassure. Il y a une certaine assurance emploi ou assurance chômage qui vient remplacer vraiment son salaire dans le cadre où il perd son emploi. Donc, l'employé a toujours un revenu. Donc, c'est l'employé qui est pris en charge et non l'emploi qui est beaucoup plus sécurisé. Donc, on va voir ces deux types d'économies. Donc, l'économie Union européenne et l'économie nord-américaine. D'accord? Alors, je vais vraiment lire ces diapos-là pour vous. Ça va vous donner aussi plus d'éléments. Donc, pour certains commentateurs, le haut niveau de taux de chômage en Europe est lié à la générosité des prestations sociales dans ce pays. Et un argument similaire est utilisé pour expliquer le taux de chômage au Québec relativement au Canada. Donc, à cause de la générosité vraiment des systèmes de prestations sociales, il y en a qui expliquent que c'est à cause de ça qu'il y a un taux de chômage élevé. Okay? Alors, la question, c'est que est-ce qu'il existe un effet du niveau de générosité sur le niveau de l'emploi? Et est-ce qu'il faut alors protéger l'emploi ou bien protéger l'employé, comme je l'ai dit tantôt? Donc, on va regarder certains indicateurs qui nous permettent de mesurer vraiment est-ce que l'employé est protégé ou bien si c'est l'emploi qui est protégé. Donc, il y a ce qu'on appelle la mesure de protection de l'employé, des employés, qui peut être aussi le taux de remplacement, okay, de son salaire. Donc, quand vous perdez votre travail, l'assurance chômage ou bien l'assurance emploi peut décider de vous donner 100% de votre salaire
quoique vous êtes à la maison, ça veut dire vraiment que les gens vont passer par tous les moyens pour se faire renvoyer. Écoutez, ils vont passer par tous les moyens pour se faire renvoyer et rester à la maison et pour se faire payer tranquillement. Donc, ça veut dire que l'employé est tellement protégé que ça pourrait ne pas être utile, intéressant. Mais au Québec, par exemple, on a donc des taux de 70, 75%. OK. Là, il y a un certain... Oui, Daniel. 55. Ah, 55. OK, c'est le RQAP. C'est la RQAP qui est 70%. OK. Donc, pour l'assurance chômage, c'est 55%. Donc, vraiment, vous tombez à la moitié de votre salaire. Donc, vous avez aussi une certaine incitation à chercher du travail. Donc, plus ce taux de remplacement est élevé, plus la protection de l'employé aussi est élevée. OK? Et il y a une autre mesure vraiment de la protection, par contre, de l'emploi, c'est lorsque les lois, les systèmes sont faits de telle sorte que c'est difficile vraiment de congédier un employé, comme je l'ai dit précédemment. Donc, c'est des emplois très syndiqués au point que le directeur ne peut pas décider, voilà, d'un jour à un autre comme ça, donc de renvoyer son employé. Donc, ça aussi, c'est la protection de l'emploi. Alors, il faut trouver vraiment un juste équilibre vraiment entre ces deux systèmes de protection, donc système de protection de l'employé et protection donc de l'emploi. Mais on va remarquer que le système nord-américain et le système européen vont se pencher plus vers un côté. Donc, les États-Unis vont se pencher beaucoup plus vers un système qui protège plus l'employé. Okay? Donc, ça fait qu'il y a une certaine mobilité donc, sur le marché du travail qu'on va regarder bien plus tard. Voilà, donc ici, on essaie de regarder un peu donc, le taux de remplacement en pourcentage. Quand on voit que après 5 ans de chômage, ce que les gens perçoivent après avoir perdu leur travail, on voit qu'en Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Angleterre sont ceux-là qui ont un taux de remplacement un peu plus élevé que le Canada, le Japon, l'Italie, la Grèce. Bon, les États-Unis, c'est encore très, très faible. Donc, le taux de remplacement est très faible pour les États-Unis. Donc, qu'est-ce que je dirais alors? Si le taux de remplacement est faible, ça veut dire que l'employé n'est pas du tout protégé. Okay? L'employé n'est pas du tout protégé, pardon. Donc, l'employé n'est pas du tout protégé aux États-Unis, mais dans les autres pays, ils sont un peu plus ou moins protégés. Mais en Europe, c'est beaucoup plus encore accentué. Le système est beaucoup plus généreux. Okay? Alors, ici, c'est la législation sur la protection de l'emploi maintenant. Okay? Donc, ce qui concerne la protection de l'emploi, on voit que, bon, il y a plusieurs indicateurs. Donc, ça, c'est la protection contre les actions collectives, protection contre les actions individuelles, régulation spéciale, régulation sur l'emploi temporaire. Donc, on voit le Canada à un niveau vraiment plus bas que la Belgique et on va voir aussi la France, l'Allemagne, la Grèce aussi. Bon, l'Italie sont encore un peu en avance sur le Canada, mais regardez les États-Unis, c'est vraiment très, très, très bas. Le plus bas d'ailleurs. Donc, il n'y a même pas aussi la protection de l'emploi, ni la protection aussi donc, des emplois. Donc, c'est un système vraiment très, très capitaliste. Donc, les plus forts sont ceux qui restent. Les incompétents, vous sortez. Okay? Donc, il y a une manière. Le système est fait en sorte que l'employeur peut congédier son employé le plus sans problème. Et aussi, quand l'employé va au chômage, il n'y a rien qui l'assure son assurance chômage en tant que tel aussi. Mais on va voir quand même les effets différents que ça peut produire dans ces deux types d'économies, donc l'économie nord-américaine et l'économie européenne. OK? Alors, ici, on essaie de présenter donc un graphique, donc le taux de chômage versus l'assurance chômage. OK? Donc ici, c'est la généralité de l'assurance chômage. Ici, c'est le taux de chômage. On voit qu'il n'y a aucune relation.
C'est-à-dire le fait donc que le système soit généreux ne fait pas que le chômage augmente ou diminue. Ça ne change rien. Par contre, quand on regarde le taux de chômage avec la protection de l'emploi, on voit que les pays dans lesquels la protection de l'emploi est élevée, on voit un taux de chômage aussi plus élevé. Excusez-moi. Les pays dans lesquels la protection de l'emploi est élevée par l'employé, le taux de chômage aussi est élevé. Je ne sais pas si ça vous donne des idées. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Comment est-ce qu'il y a une protection de l'emploi élevée, c'est-à-dire que c'est difficile de renvoyer l'employé, et en même temps, on voit que le taux de chômage est très élevé. En même temps, c'est plus difficile de rentrer en fait sur le marché du travail parce que les employeurs prennent énormément ils se protègent et ils font des tests et des tests pour embaucher le bon employé. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est ça toute la réponse. C'est le but vraiment donc de la raison pour laquelle je voulais revenir sur cette partie-là pour vous présenter. Donc, il y a ce qu'on appelle la destruction de l'emploi et il y a ce qu'on appelle la création de l'emploi. Donc, pour que les gens puissent rentrer en contrat avec leur employeur, il faudrait bien qu'il y ait un emploi disponible. Mais si le marché du travail est rigide, il y a une séparation les gens se séparent très, très difficilement, ben, ils vont avoir aussi un fort taux de chômage parce que, comme Daniel a expliqué, on aura de la difficulté à trouver aussi un emploi parce qu'il n'y a pas donc de séparation et de rencontre. Donc, les gens se séparent difficilement de leurs employeurs, ce qui fait que les nouveaux qui arrivent aussi ont de la difficulté aussi à rencontrer un nouveau employeur. Okay, donc, on voit que les États-Unis ici, le taux, donc la protection de l'emploi est très, très faible, qu'on a vu dans les tableaux précédents. Et on voit en même temps que le taux de chômage aussi est faible. Donc, c'est comme si je vais dessiner un graphique tantôt, une figure. Ok. C'est vraiment ça. Ok, je vais dessiner ça. Je vais dessiner un petit vase. Voilà. Donc, il y a ce qui entre et il y a ce qui sort. Donc, la quantité, donc le niveau de l'eau peut rester toujours là. Donc, quand vous versez de l'eau et que l'eau sort encore, vous voyez que le niveau donc, de l'eau peut rester toujours comme au même niveau. Par contre, ou bien, qu'est-ce que je pourrais encore expliquer? Je vais prendre une autre structure où, dans le fond, voilà, le niveau de l'eau aussi est là, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui entre, donc ça n'entre pas et ça ne sort pas non plus. Okay? Donc, c'est ce que j'appelle ici, donc il y a une certaine rigidité du marché. Alors qu'ici, il y a une certaine flexibilité du marché. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en France qui ont choisi ce cours, mais ils vont se rendre compte que ici, voilà, d'un jour à l'autre, tu peux décider de travailler ici, tu peux te séparer facilement. Mais ceux qui, en France, par exemple, quelqu'un qui a un travail, il a vraiment ce travail. Ça ne bouge pas là. Donc, c'est difficile qu'il y ait des personnes qui sortent du marché du travail pour aller au chômage. Et c'est difficile même qu'il y ait d'autres personnes qui trouvent du travail. Donc, le taux de chômage aussi reste un peu constant. Ici aussi, le taux de chômage reste un peu constant. Mais ici, il y a des mouvements. Il y a du mouvement alors qu'il n'y en a pas donc, dans les pays européens. OK. Oups. Parfait. Alors donc, on va regarder effectivement donc, ce graphique aussi qui nous explique un peu ce que je viens d'expliquer. C'est vraiment inflow into employment. Donc,
je sais pas, le flux au chômage, okay, les nombres de personnes qui rentrent au chômage, et puis la durée donc au chômage. Donc, le constat, c'est que plus les pays dans lesquels la durée du chômage est élevée, dans ces mêmes pays, les gens vont difficilement au chômage, entrent difficilement au chômage. Et les pays dans lesquels la durée du chômage est très faible, on voit que les gens entrent facilement au chômage. Donc, on voit aussi encore les États-Unis. Les États-Unis, le Canada sont ici. Donc, ce qui fait que les gens ne durent pas beaucoup au chômage et les gens se font licencier rapidement aussi. Les gens vont rapidement aussi au chômage. Okay. L'emploi n'est pas aussi protégé que ça. Mais par contre, dans ces pays, l'emploi est très, très protégé et les gens durent beaucoup aussi au chômage. Donc, c'est la même réalité. Je veux vraiment que ça reste pour que vous puissiez bien répondre avec exactitude. OK. Donc, le graphique précédent montre que les pays européens ont des flux vers le chômage assez limités. Au contraire, les pays anglo-saxons et nordiques connaissent des flux importants vers le chômage et la contrepartie est que la durée du chômage est beaucoup plus longue dans les pays européens. Okay? Alors, pourquoi les flux vers le chômage sont moindres et la durée du chômage plus longue en Europe? C'est parce que la protection de l'emploi est beaucoup plus élevée. Alors, ce graphique aussi nous montre la durée, la relation entre la durée au chômage versus la protection vraiment de l'emploi. Et on voit effectivement qu'il y a une relation croissante. Les pays dans lesquels l'emploi est beaucoup plus protégé, on voit que dans ces pays, il y a une durée au chômage beaucoup plus élevée également. Et les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni sont encore à ce niveau-là. Ça veut dire que leur niveau de protection est faible et en même temps aussi, les gens durent moins au travail. Donc, c'est la même réalité qui se traduit toujours donc dans ces graphiques, cette notion. Okay. Donc, je pense que ça aussi, je l'ai déjà abordé. Donc, la notion de flexibilité du marché et de rigidité du marché. Donc, la rigidité traduit vraiment la difficulté à licencier, alors que la flexibilité, il y a une certaine facilité à licencier et aussi, en même temps, une facilité à trouver de l'emploi. OK? Quelque part, bon, chacun peut se positionner vraiment vers le système qu'il préfère. Hein. Dans un système où le marché est vraiment rigide, c'est comme, je sais pas, hein, c'est comme on va tous vers un baignoire et pour se baigner donc dans l'eau, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut se baigner à la fois. Et puis, nous sommes dans une queue et quelqu'un il rentre dans le baignoire et puis il reste là-bas de manière éternelle et puis nous autres, on est déjà en train de le contempler. Donc, c'est ça un peu le système européen, mais le système nord-américain, donc tu vas te baigner un peu, tu sors. Moi aussi, je me baigne un peu, je sors. Donc, ça, chacun peut l'interpréter vraiment à sa manière pour voir quel système est mieux socialement. Okay. Socialement, c'est mieux que chacun retourne un peu au chômage, il gagne un peu de revenus. Voilà. Ou bien, quand tu as du travail, tu l'as. Et quand tu n'as pas, tu deviens clochard. Okay. Donc, c'est essentiellement ça que je voulais vraiment nous présenter, vraiment pour que vous puissiez garder, parce que les autres, je vais vraiment aborder ça donc dans la partie des exercices. Donc, ce qui concerne vraiment le salaire minimum, le salaire plancher, le salaire plafond, qu'est-ce que ça peut causer sur le marché. Il faut vraiment que vous le saviez, vous le sachiez aussi. D'accord? Donc, le reste, vous pouvez le lire après. Donc, on va passer vraiment aux exercices. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de présenter? OK, parfait. Il n'y a pas de questions. Alors, la question donc de l'offre et de la demande est revenue encore. Donc, tant qu'on parle de marché, il y a toujours la question de l'offre et de la demande. Donc ici, ce ne sera pas le prix et la quantité qu'on va vous demander de calculer, mais ici, on va vous demander de trouver le salaire et le nombre d'heures travaillées ou bien le nombre de personnes qui vont travailler. D'accord? Donc, ce sera toujours les mêmes calculs, mais avec des notions différentes. Okay? Donc ici, on nous dit qu'on considère une économie dans laquelle 10 personnes sont en âge de travailler et le salaire dans cette économie qui est noté W est le même pour tous les travailleurs.
La demande de travail est donnée par LD et l'offre de travail est donnée par LO. Okay. Quel est le salaire d'équilibre? Alors, je vais calculer ça encore une fois pour vous donner encore la main. Donc, pour trouver le salaire d'équilibre, il faut égaliser la demande et l'offre. Okay. Donc, 10 moins 2W égale 2 plus 2W. Alors, je ramène le 2 ici. Ça fait 10 moins 2 égale 2W plus 2W. Donc, 0,8 égale 4W. Donc, finalement, W sera égal à 2. Donc, j'aurai un salaire d'équilibre égal à 2. Donc, si j'ai le salaire d'équilibre égal à 2, je saurai quelle serait l'offre de travail, le nombre de personnes qui veulent travailler. Et puis, on peut aussi trouver quelle serait la demande de travail. On sait que ça serait combien? La demande et l'offre seraient égales à ce niveau pour égal à 2. Alors, ça va faire... Quelqu'un peut m'aider? 6. Parfait. Donc, ça fait 6. Donc, ça veut dire que dans cette économie, il n'y a que 6 personnes qui vont vraiment pouvoir trouver du travail pour un salaire égal à 2. Alors, la question qu'on pose, quel est le taux de chômage? Je ne sais pas. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on peut trouver le taux de chômage? Est égal à 6 divisé par 10. On va faire 6 divisé par 10. Donc, dans le fond, ça fait le nombre de personnes qui travaillent. Et ça, Oui, c'est quoi? après, moins 10. Ça, c'est la population totale. C'est la population active. Attends, on va regarder encore. On considère une économie dans laquelle 10 personnes sont en âge de travailler. OK. Donc, ça, c'est la population active. OK. Donc, le taux de chômage, ça fait donc la définition. C'est le... Je ne me rappelle pas. Je vais vous donner la différence entre le taux de chômage et le taux de l'emploi parce que le dénominateur change. Donc, le taux de chômage, ça va vous donner le nombre de chômeurs. Je pense que c'est 4 sur 10, plutôt. Voilà, ok, c'est parfait. Donc, ça fait le nombre de chômeurs. Voilà. Puisque si c'est le travail. Exactement. Donc, le nombre de chômeurs divisé par la population active. Alors que le taux de l'emploi, je vais mettre les deux formules pour que vous ne vous mélangez pas. Le taux d'emploi, c'est le nombre de personnes travailleurs qui travaillent divisé par ici, ce n'est pas la population active. Le chômage, ce n'est pas la population active. Je pense que c'est la population en âge de travailler. Le chômage, c'est divisé par la population active. Et le taux de l'emploi, c'est divisé par la population en âge de travailler. Vous voyez que moi-même, ça me mélange. Population en âge de travailler. Parce que, en fait, vous allez voir dans d'autres documents, le taux de chômage, c'est juste le chômage divisé par la population active, ou bien le taux d'emploi, c'est le travail divisé par la population active. Mais dans ce cours spécifiquement, au Canada, ça dépend de la mesure qu'on veut. Parce qu'ici, on veut mesurer parmi tous ceux qui sont en âge de travailler, combien travaillent. Okay? Tous ceux qui sont en âge de travailler, combien travaillent. Alors que le chômage, on veut capter plutôt parmi tous ceux qui veulent travailler, combien n'arrivent pas à travailler. Donc, ça plus ça ne donne pas toujours 1. Donc, le taux d'emploi n'est pas l'opposé vraiment du taux de chômage.
Okay, parce que ce n'est pas le même dénominateur. Ce n'est pas rapporté au même dénominateur. Donc, vraiment, juste trouver votre manière de pouvoir garder ça en tête, sachant que le taux de chômage, c'est vraiment la population active, alors que le taux d'emploi, c'est la population en âge de travailler. OK? Parfait. Alors, quand on revient maintenant dans notre exercice, bon, on ne nous a pas donné la différence entre la population active et la population en âge de travailler. On va considérer que la population en âge de travailler, c'est la population active. En fait, qu'est-ce qui est la différence entre la population active et la population en âge de travailler? C'est que dans la population en âge de travailler, il y a certains qui ne veulent pas travailler. OK? Ceux qui ne veulent pas travailler ne font pas partie de la population active. Okay? Il y a des gens, même si vous leur donnez du travail, ils ne vont pas le prendre parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais ils ont quand même, c'est des personnes qui ont l'âge de travailler ou qui sont capables de travailler. OK? Donc, c'est ça la différence entre la population active et la population en âge de travail. La population active, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui sont soit en emploi ou soit à la recherche du travail et qui ont l'âge de travailler. Donc, on est à la recherche du travail ou bien on a déjà un travail et que, dans les deux cas, on a l'âge de pouvoir travailler. C'est ça la population active. Alors que, de l'autre côté, il peut y avoir des gens qui ont l'âge de travailler et qui ne veulent pas du tout travailler. D'accord? Donc, finalement, le nombre de personnes qui sont au chômage ici, ça fait 4. OK? 4 personnes sont au chômage. Et ça va faire un taux de chômage donc de 4 sur... c'est facile tout ça. Ça fait un taux de chômage donc de 4 sur 10. Donc, 40%. Pardon, monsieur le corrigé, ne fait pas le même raisonnement que vous. Pardon? Le corrigé là, n'a pas le même raisonnement que vous. On regarde bien la question B, c'est ça? Il y avait une question B. Oui, oups. Oh, on l'a pas lu. OK, donc Léa, bon. Non, ça c'est pour les prochaines questions, je pense. Vraiment, la question B, c'est le taux de chômage avec les formules juste en haut. Oui, c'est... Parce que là, c'est quoi? Puisque l'offre du travail est égale à la demande du travail, il n'y a pas de chômage. Donc, le taux de chômage est égal à 0. OK. Ouais, je vois ça. Ouais. Okay. Donc, le taux de chômage, c'est le nombre de personnes qui sont au chômage divisé par la population active. Donc, les personnes qui désirent travailler. Alors, si on reprend donc le raisonnement, donc vraiment, je disais tantôt que l'exercice ne nous a pas donné la population active, mais dans le fond, ce qu'on a ici, c'est le nombre de personnes qui sont prêtes à travailler. Okay? Et voici ce qui se passe, c'est que quand on va sur l'équilibre et qu'on propose un salaire égal à 2, on trouve la demande du travail qui est égale à 6 et l'offre de travail qui est égale à 6 aussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ceux qui veulent travailler pour ce salaire, ils sont au nombre de 6. Donc, un équilibre, donc il n'y a pas personne qui est au chômage, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Donc, si on veut le nombre de chômeurs, ben... Avec ce salaire-là, dans le fond. Là, oui, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Avec ce salaire, il n'y en a pas. Parce que... l'exercice, c'est plus dans un monde idéal, évidemment. Là. C'est à vis clos. Exactement. Normalement, je pense que vous devrez le dire. Quel serait le taux de chômage avec ce salaire d'équilibre? Parce que s'il y a 10 personnes dans l'économie et qu'il n'y a que 6 qui travaillent avec un salaire de 2, ben, ça ne veut pas dire que
Ils ne veulent pas travailler, mais c'est le salaire qui ne les arrange pas. Donc, si on considère que les gens peuvent sortir du marché, c'est-à-dire que pour un salaire minimum donné, ou bien pour un salaire dans l'économie, les gens ne sont pas prêts à travailler pour 5 $ l'heure. Et là, on leur demande, est-ce que vous voulez travailler? Ils disent non. Pourquoi? À cause de 5 $ l'heure. Mais il se pourrait qu'ils voudraient travailler si ce n'était pas à cause donc, des 5 $ l'heure. Donc, la définition ici, c'est concernant donc pour ce salaire de 2 $ l'heure, est-ce que tu veux travailler? Il dit non. Donc, toutes ces 4 personnes ne sont pas prêtes à travailler. Donc, la population active ici. OK, ils ne sont pas prêts à travailler pour salaire de 2, donc à cause de ça, ils ne sont pas inclus dans la population active. Exactement. Donc, ils ne sont pas des chômeurs. Donc, Exactement. ça va être un équilibre, il n'y aura pas de chômeurs. Donc, la population active est de 6 ici. Ça avait été vu dans les notes là, de, je pense que c'est l'aspect de la friction. Exactement. Donc, OK, parfait, je comprends la logique. mm-hmm. Mais dans le fond, dans un examen, il va falloir faire la distinction en savoir. En tout cas, moi, c'est moi qui vais composer. C'est moi qui vais composer cet exercice-là particulièrement pour vous. Donc, il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de confusion. OK, parfait. Mm-hmm. Merci. Mm-hmm. OK, maintenant, donc, pour la question B, donc, on va montrer maintenant, c'est ce que je voulais vraiment vous expliquer. Quand on fixe un salaire minimum, c'est que ça change, en fait, dans l'économie. Donc, avant, on avait l'offre de travail, je vais le mettre comme ça, et la demande de travail comme ça. Parce que l'offre de travail augmente donc avec le salaire. Hein. Quand on augmente le salaire, les gens veulent beaucoup plus travailler. Et quand le salaire diminue, ben, ceux qui embauchent veulent aussi beaucoup plus embaucher. Donc, la demande de travail est une fonction décroissante et l'offre de travail est une fonction croissante. OK. Donc, ça, c'est 2 $. Le salaire d'équilibre. Et ça, c'est 6. Maintenant, quand le gouvernement décide de monter le salaire minimum à 3 $, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est les entreprises et ça, c'est les travailleurs. Donc, ça, c'est offre. Et ça, c'est la demande. Donc, vous voyez l'équilibre. Si on met le salaire à 3 $, ça correspond à une quantité que les entreprises veulent embaucher. Donc, je vais supposer, bon, on va calculer ça. Pour un salaire de 3 $, quelle serait la demande? Ça fait 10 moins 2 fois 3, ça fait 4. Ça. Et pour un salaire de 3 $, l'offre de travail serait à 8. Ça fait 8. Donc, ce qui fait qu'il y a un décalage entre ceux qui veulent travailler et le nombre de personnes que les entreprises sont prêtes à embaucher. Donc, on voit qu'il y a 8 personnes qui veulent travailler, donc l'offre pour ce salaire de 3 $. Et pour ce même salaire de 3 $, il n'y a que 4 entreprises qui veulent embaucher. Donc, ça fait comme un écart de 4. Donc, de 8 moins 4, il y a 4 personnes qui ne vont pas trouver du travail. Dans ce cas, le taux de chômage va être... la population active, c'est combien ici? Ça sera 8. Oui. La population active, ça sera 8. Parce que, bon, pour expliquer encore à tout le monde, c'est ceux qui veulent vraiment travailler. Et on a un nombre total de 8 personnes qui veulent travailler pour ce salaire. Et donc, le taux de chômage serait égal à 50%. OK. Alors, je fais un autre graphique autrement, où en fait, ce n'est pas un salaire, parce que ça, c'est un salaire plancher. Okay. Le salaire, un salaire plancher, c'est-à-dire que le minimum, en fait, en dessous duquel on ne peut pas. Il faut que le salaire soit au-delà quand même de ce 3 $. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi le salaire plafond. Donc, le gouvernement peut décider, peut dire non, en fait, le salaire ne peut pas dépasser un certain montant donné. Donc, on a 6. Puis,
$2. Il dit non, en fait, il faut que le salaire ne peut pas dépasser $1. Donc, il fixe un salaire plafond. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas, un salaire plafond de $1, qu'est-ce que ça va entraîner? L'offre de travail va être égale à 4 et la demande de travail va être égale à 8. Donc, la demande serait là, l'offre serait là. Donc, il y a 4. Donc, la population active, c'est 4. OK? On est d'accord avec ça? La population active, ça fait 4. Ça, c'est offre. Et ça, c'est la demande. OK? Parce qu'il y a 4 personnes qui veulent travailler pour un salaire de $1 parce que le gouvernement a fixé un salaire vraiment maximum qu'on ne peut pas dépasser. Donc, plutôt que l'équilibre soit égal à 2, l'équilibre est égal à 1. Donc là, il y a 4 personnes qui veulent travailler, donc la population active, c'est 4. Et il y a 8 personnes que les entreprises veulent embaucher, mais il n'y a que 4 qui vont être embauchés. Donc, le taux de chômage va être aussi égal à 0%. OK? Monsieur, le salaire minimum, c'est le salaire plancher, c'est ça que vous dites? Ou c'est le plafond? Le salaire minimum, c'est le salaire plancher. OK, parfait. Le salaire maximum, c'est le salaire plafond. C'est-à-dire Merci. qu'on ne peut pas dépasser ça. Donc, ici, on aura le taux de chômage de 0% aussi. Okay. Donc, faire la différence entre salaire plafond et salaire plancher, ou bien salaire minimum et salaire maximum. L'exercice ne sera pas toujours salaire minimum, quoi. Il peut y avoir un salaire maximum et toute l'analyse est complètement différente. Alors, bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions en même temps. Que vaut l'offre de travail, que vaut la demande de travail, que vaut... OK. En tout cas, je vais vous spécifier toujours si ceci, quel serait le taux de chômage. Donc ici aussi, on va préciser quel est le taux de chômage si le travail est égal à $2. OK, c'est parfait. Donc, je vous conseille vraiment donc de refaire ça proprement, autant que ça dépendra de vous. Rien ne vous empêche d'avoir les 15 sur 15 pour le quiz, quoi. OK, c'est parfait. Alors, la deuxième question, bon, là, on va calculer effectivement donc cette formule-là. Donc, ce qui est important, c'est de savoir faire la différence, quoi. C'est que tout le monde sait que quand on demande le taux de chômage, on va considérer le nombre de chômeurs, mais c'est le dénominateur qui importe. La population active pour le taux de chômage et les personnes en âge de travailler pour le taux d'emploi. C'est tout. Moi-même, ça me mélange parfois. Donc, c'est juste un problème de mémoire, arriver à mémoriser. Okay. Okay, c'est ainsi. Okay. Gardez ça pour 2 semaines comme ça, puis après, vous pouvez oublier. Parce que dès que vous allez sur Google, vous pouvez avoir ça sans problème. Quoi. Donc, ce n'est pas utile de garder ça à vie. Quand vous comprenez le concept, c'est suffisant. OK. Donc, c'était ici. Je ne sais pas si vous voulez qu'on corrige ça. On peut essayer voir. La population du Québec en 2012 était de 6,7 millions d'habitants. La population active était de 4,3 millions d'individus. Le nombre d'individus ayant un emploi était de 4 millions. Sur ces 4 millions, 3,2 millions occupaient un emploi à temps plein et 800 000 occupaient un emploi à temps partiel. Peut-on calculer le taux de chômage? Si oui, quel était le taux de chômage? Peut-on calculer le taux d'emploi? Si oui, quel est le taux d'emploi? Peut-on calculer la part d'emploi à temps partiel? Si oui, quelle était la part d'emploi à temps partiel? Bon, OK. On va le faire aussi. Il n'y a rien de nouveau, mais bon. OK, allons-y. Le taux de chômage, on va considérer quoi? Bon, c'est mieux que je fasse la méthodologie pour vous. Je vais noter. La population active était donc de population active égale 6,7 millions. Après, on donne... non, excusez-moi.
La population totale, 6,7 millions. Population active est de 4,3 millions. Le nombre d'individus ayant un emploi. Le nombre d'individus ayant un emploi. Donc, emploi égale 4 millions. Si c'est 4 millions, 3,2 occuper un emploi à temps plein. Donc, là, emploi plein. 3,2 millions. Emploi plein partiel. 800 000. OK. Peut-on calculer le taux de chômage? Oui ou non? Moi, je pense que oui, d'accord, parce que on a la population active et puis on sait que dans la population active, il n'y a que deux éléments. Il y a ceux qui veulent travailler et ceux qui travaillent. OK? Donc, si on connaît déjà ceux qui travaillent, qui sont 4 millions, ben, le reste dans la population active serait ceux qui sont au chômage. Donc, ça va faire 4,3 millions moins 4 millions égale chômeur. OK. Donc, vous pouvez trouver les chômeurs, ça fait 300 000. Donc, ça fait que... Ah oui, la formule est là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est juste cette formule. C'est correct. Donc, le taux de chômage, ça va faire le nombre de chômeurs divisé par la population active. Et le nombre de chômeurs, en fait, c'est la deuxième partie vraiment de ceux qui travaillent donc, dans la population active. Dans la population active, il y a ceux qui travaillent et ceux qui sont à la recherche du travail, la recherche de l'emploi. Donc, ce sont les chômeurs. OK. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut calculer le taux d'emploi? Si oui, quel était le taux d'emploi? Le taux d'emploi, normalement, c'est quoi? Ça fait normalement... OK. Ça fait tous ceux qui sont en emploi. Ça fait tous ceux qui sont en emploi divisé par la population en âge de travailler. Et combien ils sont en emploi? C'est 4 millions divisé par la population en âge de travailler. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on a la population en âge de travailler? Non. On n'a pas un... Oui, est-ce qu'on a? Oui, est-ce que c'est ça ou bien c'est ça? Ou bien est-ce qu'on peut le calculer? Non, on ne peut pas le calculer avec les chiffres qu'on a présentement. Ouais. Donc, impossible. Impossible de le calculer. Parce que pour ça, parce que là, on nous a donné toute la population totale. Pour pouvoir trouver la population en âge de travailler, il faut qu'on nous donne vraiment ceux qui ont moins de 15 ans. Là, on peut retrouver la population en âge de travailler. Donc, c'est ça. S'il nous aurait donné le nombre de personnes en bas âge, on aurait été capable de faire le calcul, mais il ne manque une donnée, c'est ça? Exactement. Ben, c'est ce que je vais vous faire le lundi prochain. Pardon? C'est ce que je vais vous faire le lundi prochain. Ah, OK. OK, donc après, la dernière question, c'est peut-on calculer la part d'emploi à temps plein? Bon, cette formule n'est pas dans le cours, mais essayons de réfléchir nous-mêmes, voir ce que ça peut donner. Quand on veut la part de ceux qui sont en temps plein, normalement, ça devrait être quoi? Ça devrait être le nombre de personnes en temps plein. Pourcentage temps plein. Je vais mettre plein. Pourcentage temps plein. Donc, ça fait le nombre de personnes à temps plein divisé par le nombre de travailleurs, tous ceux qui travaillent, normalement, tous ceux qui ont un emploi. OK?
Donc, on a ce chiffre. Ça fait, sur ces 4 millions, il y a 3,2 millions qui ont un emploi à temps plein. Et on sait qu'il y en a 4 millions qui ont un emploi. Donc, ça fait 3,2 divisé par 4. OK? C'est ça la définition qu'on peut retenir pour ça. Si vous mettez ça, je vous donnerai le point sans problème. Je ne sais pas ce que le corrigé a mis, mais si vous mettez ça, ça marche, quoi. Bon, ça, c'est quoi, là? Non, ça, c'est pas juste. Parce que dans la question, c'est pour le temps partiel. Ah, OK, d'accord, c'est parfait. donc, le temps partiel, voilà, c'est le contraire, quoi. Donc, c'est 800 000 divisé par 4. OK, est-ce qu'il y a des questions sur ça? OK. Donc, ceux qui sont en temps plein, ça fait 80%. Ça devrait donner ça. Alors, OK, ça c'est intéressant maintenant. Comment on peut faire des analyses un peu sur les graphiques. Donc, on nous donne vraiment le nombre de travailleurs découragés aux États-Unis. Ceux qui sont découragés. Donc, on voit le chiffre en milliers, OK, en milliers de personnes. Donc, 600 000, janvier 94, ainsi de suite. On voit que ça descend, ça descend, ça descend. Après, ça commence à remonter un peu. Ça se stabilise un peu encore, un peu. Mais à partir de janvier 2009, le nombre de personnes découragées a pris une haute forte. Quelqu'un veut commenter, les économistes du groupe? Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir une telle augmentation du nombre de personnes découragées? La crise économique. Tout à fait. Donc, il y a la crise économique qui pourrait décourager certains parce qu'avec la crise, ça... Oui, bon, là, ça fait ma deuxième question. Pourquoi est-ce que la crise économique pourrait décourager des gens sur le marché du travail? Parce qu'il y a une perte de confiance dans le système. OK. Mais non, quoi, la perte de confiance dans le système pourrait décourager. Ouais. À moins que j'ai mal compris la signification de la perte de confiance. Dans les capsules, c'était mentionné, dans le fond, là, quand suite à une crise, souvent il y a une perte de confiance, donc il y a moins de consommation, ce qui mène à moins d'emplois, généralement. C'est comme un effet boule de neige. Là. Okay. Donc, ça, c'est au niveau, au niveau de la production. Donc, vu que il y a une perte de confiance, les gens sont beaucoup plus réticents, et donc il y a moins de consommation, donc même le PIB va être beaucoup plus faible, parce que le PIB est une fonction donc, de la consommation. Souvenez-vous, Y égale à C plus I plus G. Donc, si la consommation est faible, on va revenir sur cette formule plus tard, si la consommation est faible, le PIB aussi sera faible. Et si la production est faible, vous savez, ce sont les entreprises qui produisent pour que le PIB soit élevé. Donc, si elles ne peuvent plus vraiment produire, c'est qu'il y a moins embauché. Okay? Si elles embauchent moins, c'est que voilà, le chômage va augmenter et ça peut créer un découragement. Okay? Bon, c'est acceptable, mais bon. Je comprends l'idée que, OK, quand on est en crise, le taux de chômage va être élevé. Okay? Mais le découragement, c'est quand même quelque chose. Je pensais que tu allais donner peut-être l'autre revers de la chose. En période de crise, il y a un problème de confiance, effectivement, mais on n'embauche pas de nouveaux employés en période de crise. C'est-à-dire que le marché américain tel que le connaît, on avait vu qu'il y avait une certaine flexibilité. Les gens sortaient de leur emploi et d'autres personnes entraient en emploi. Donc, il y avait une certaine dynamique. Le marché était dynamique. Donc, il y avait des séparations et puis, donc même des personnes que vous ne connaissez pas, vous pouvez les embaucher pour 2 ou 3 mois et puis après, vous vous séparez. Mais en crise, ceux que vous avez déjà, vous les gardez et puis vous évitez de prendre de nouvelles personnes et tout. Parce qu'il fait que chaque employé était beaucoup plus concentré à la gestion de la crise plutôt que d'embaucher de nouveaux travailleurs. Donc, ce qui fait que le système a ressemblé un peu au système au système européen où les séparations sont devenues beaucoup plus difficiles. Chaque employeur gardait son employé ou à la limite renvoyait ses employés.
mais gardait le peu d'employés qu'il avait. Donc, les séparations étaient moins fréquentes. Or, ceux qui sont à la porte pour entrer dans le marché ne voient jamais de possibilité. Donc, il y a comme un découragement. C'est ça, en fait, l'idée importante. Donc, il y a un découragement parce qu'il n'y a pas de séparation pendant la crise. Les seules séparations qui ont eu lieu ne sont pas des séparations qui doivent être remplacées par un autre travailleur. D'accord? Donc, ça peut expliquer cela. Et puis, apparemment, on a répondu à toutes les questions. Hein. Alors, c'est la dernière question. Quel serait l'impact, en fait, de cela? Quelles sont les conséquences de cette augmentation de découragement sur le chiffre des chômages, ou bien sur le taux de chômage? C'est que les personnes découragées font plus partie de la population active. Puis s'ils font plus partie de la population active, ils sont plus calculés dans le taux de chômage. Et donc, le taux de chômage serait sous-estimé. Ce serait ça? Tout à fait. Le taux de chômage serait sous-estimé. On va présenter un chiffre du taux de chômage que non, en fait, pendant, en tout cas, en 2010-2009, voici le taux de chômage au Canada, aux États-Unis, ça va être bas, mais les gens vont crier. Mais non. Mais en fait, c'est la définition qu'on a donnée au chômage. Donc, c'est parce qu'on a dit, OK, ceux qui veulent travailler et qui sont à la recherche de l'emploi. Okay. Monsieur, une petite question. Oui. J'avais fait allusion justement à la confiance, puis au pouvoir d'achat, puis à la consommation. Vous en avez rajouté en disant que justement on embauche moins, mais est-ce que ce ne serait pas relié? C'est-à-dire que s'il y a moins de consommation générale, les employeurs, les entreprises vont être plus réticents à engager parce que leurs sources de revenus sont moins élevées ou il y a plus de risques que ce soit plus bas. Et donc, à cause de ça, il va y avoir une stagnation, moins d'embauche. Oui, ça pourrait être vrai, mais le problème, c'est que même dans les cas où on est en crise, supposons que ce n'était pas juste une crise. Supposez qu'il y a une consommation qui est faible et que les gens produisent moins et que les entreprises embauchent moins. Okay. Qu'est-ce qui peut se passer? Quand on embauche moins, mais qu'en fait, on se sépare aussi des employés. Tout comme, je ne sais pas, supposez qu'on avait 5 employés avant et s'il n'y avait pas une baisse de la production, on allait peut-être embaucher 10 employés. Mais à cause de la baisse de la production, on n'a que 5. On veut que 5. On ne veut pas 10, on veut que 5. Mais parmi les 5 qu'on a, on arrive à licencier après 3 mois. 3 mois, on licencie tous les 5. On prend 5 nouveaux employés. Après 3 mois, on licencie ces 5. On prend 5 nouveaux. Donc, oui, malgré qu'il y a une certaine baisse de nombre d'employés qu'on veut, il y a une certaine dynamique quand même. Okay? S'il y a cette dynamique et que les gens trouvent du travail, mais qu'ils se font licencier après, ils ne vont pas se décourager parce qu'ils trouvent quand même. Et puis après, ils sont licenciés, ils trouvent après, ils sont licenciés, ils ne vont pas se décourager. Mais le découragement vient du fait que le marché devient rigide. Il y a cette confiance, cette crise en fait qui introduit un nouveau comportement au niveau des employeurs qui préfèrent garder les anciens employés pendant ces temps de la crise plutôt que d'embaucher de nouvelles personnes. C'est essentiellement ça. OK. Donc, en crise, le marché devient rigide. Exactement, c'est ça. En crise, le marché devient rigide. OK. Ce qui fait en sorte qu'il y a une moins grande séparation. Exactement, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Donc, les commentaires, vous pouvez les lire. Hein, c'est assez stable dans ton temps environ. Donc, ça, c'est juste une description de ce que vous voyez. Donc, ça, il n'y a aucune explication à donner sur ça. OK. Voilà, ça, c'est important aussi. Une partie, donc, le déplacement parallèle des courbes de l'offre et de la demande que je vais vous expliquer ici aussi. Donc, dans le cours, il y a une question qui a été posée. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que la courbe de l'offre de travail se déplace parallèlement ou bien la courbe de demande de travail se déplace parallèlement? Donc, il y a la question donc, de la migration. Donc, ici,
On dit expliquer en vous aidant d'un graphique comment la droite d'offre de travail est modifiée par l'arrivée des migrants. Ok, bon, je vais le représenter en même temps avant de vous expliquer. Donc, supposez qu'on avait juste quelque chose comme ça, le N, le W. Je vais prendre l'offre et la demande. OK. Alors, donc, quand il y a de nouveaux migrants, quel effet ça aura sur l'offre de travail? Il y aura plus de personnes qui veulent travailler, donc il va y avoir un déplacement vers la droite. Exactement. Donc, pour le même niveau de salaire, c'est-à-dire pour le même niveau de salaire, c'est-à-dire si on prend un salaire ici, normalement, celui qui veut travailler, c'est ça. Mais ça va être beaucoup plus élevé maintenant. Donc, il va y avoir un déplacement vers la droite de la courbe d'offre. Donc, le salaire équilibre va descendre. C'est la logique. Exactement. Donc, la courbe se croise maintenant puisque la demande, si on suppose que la demande n'a pas bougé, on va voir que le salaire va se retrouver ici. Et intuitivement même, on va voir que le salaire va descendre parce que s'il y a d'autres, si les gens viennent beaucoup plus donc des pays, d'autres pays et qui sont prêts à faire le même travail que vous, mais un peu moins cher, ben, ou bien qui viennent augmenter l'offre. Ben, quand l'offre augmente et que la demande est la même chose, ben, le prix va baisser. Okay? S'il y a beaucoup plus de vendeurs d'un bien et qu'il y a peu d'acheteurs, ben, l'acheteur est en position de force. Donc, le prix va baisser. Mais s'il y a beaucoup plus d'acheteurs et peu de vendeurs, ben, les vendeurs sont en position de force. Donc, ils vont augmenter le prix aussi. Donc, c'est intuitivement, ça fait du sens que le prix d'équilibre va baisser. Le prix d'équilibre avant, c'était ici. Mais maintenant, le 2. Okay. Donc, c'est le nouveau prix d'équilibre. OK. Parfait. Alors, en supposant que la demande de travail reste inchangée, voilà, donc on suppose que c'est la même courbe, discuter de l'effet de la migration sur le salaire dans cette économie. Donc, le salaire va baisser. OK. Donc, quel peut être l'effet des migrants sur la demande du travail? Donc, au niveau des entreprises. Est-ce que quelqu'un a une idée intuitive pour partager avec nous? Et puis, on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur la demande du travail. OK, on avait ça. C'est l'offre. C'est la demande. La demande va faire quoi? S'il y a de nouvelles personnes, bon, moi, je vais fournir un élément de réponse en attendant que, ben, peut-être que vous allez lire, le corriger, mais non. Supposez que les gens viennent de l'extérieur. Parmi ces personnes qui viennent de l'extérieur, il y a certains qui sont des employeurs potentiels. Okay? Il y a des groupes industriels qui sont des groupes étrangers, ils ne sont pas d'origine québécoise, mais qui viennent s'installer au Québec pour créer du travail. Même si c'est les agences de placement, même si c'est les agences de placement qui créent, ou bien des compagnies de taxis, ben, il y a une certaine création d'emplois, donc ils demandent donc du travail. Donc, la quantité de personnes, ou bien la quantité d'employeurs, d'entreprises qui veulent embaucher va augmenter, quoi. Donc, en prenant juste ce côté. Maintenant, je ne sais pas, vous, ce que vous pensez. Donc, moi, je pense que ça va augmenter la demande du travail. Donc, un déplacement donc, de la courbe de demande vers la droite. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que mon idée fait du sens? Monsieur, oui. Est-ce qu'on peut dire aussi que la demande de travail va augmenter parce que les salaires vont baisser?
Donc, automatiquement, ils ne vont pas coûter cher, donc les entreprises vont recruter plus. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Parce que le salaire va baisser, donc automatiquement, les entreprises peuvent recruter plus. Est-ce qu'on peut dire cette réponse? Ouais, je suis en train de réfléchir à ça. C'est quand même très intéressant. Euh, ouais, la quantité d'offres a augmenté. Donc, le salaire va baisser. Mais, Puisqu'on dit que quand les salaires augmentent, les entreprises ont tendance à moins recruter. C'est ça. Donc, ouais. automatiquement, le contraire aussi, il est valable. Oui. Puisque la main-d'œuvre, elle devient moins chère. Donc, peut-être qu'ils vont recruter plus. Mais ça me permet en même temps donc d'expliquer un concept. OK? Donc, quand on parle de la courbe de demande, c'est ça. Et ce que tu viens d'expliquer, je pense que c'est Lydie, hein? Oui, c'est ça. Il y a un déplacement le long de la courbe, OK, de demande qui est différent donc d'un déplacement parallèle. Un déplacement parallèle, ça veut dire que la courbe même change. On change de courbe totalement. Donc, ce que tu as expliqué tantôt, c'est le déplacement le long de la courbe. C'est-à-dire que ça, c'est le salaire. Non, ça, c'est le nombre de travailleurs, ça, c'est le salaire. Donc, si le salaire augmente, alors ceci va... Donc, il était ici, le salaire, c'était ça, et ceux qui veulent travailler, c'est ça. Maintenant, si le salaire augmente, le salaire revient ici, c'est que normalement, le nombre de travailleurs va baisser, va diminuer quand le salaire augmente. Donc, ça, c'est un déplacement de ce point vers ce point, qui est différent vraiment de ce déplacement parallèle. C'est-à-dire que, on ne peut pas dire que non, parce que le salaire a baissé, donc la courbe va se déplacer. Non. On va juste, on va avoir un déplacement le long de la courbe. Donc, il va quitter un point pour aller vers un autre point sur cette même courbe. Maintenant, quand il y a un phénomène étranger qui vient agir directement sur la demande du travail, ce n'est pas une conséquence. Parce que quand le salaire augmente, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un déplacement le long de la courbe. Mais pour qu'il y ait un déplacement parallèle, là, on appelle ça un choc. Un choc, c'est un effet en dehors vraiment des comportements, des relations entre employeurs et employés. C'est un choc, c'est qu'il y a des migrations, une nouvelle migration. Donc, le nombre de personnes a augmenté. Donc, ça fait que les offreurs ont augmenté. Donc, quand les offreurs augmentent, c'est que c'est la courbe même d'offres qui change, quitte ici pour aller vers là. Donc, là, le salaire diminue. C'est-à-dire qu'on voit que le salaire qui était ici, le salaire vient là. Mais la courbe là demeure la même. Mais on ne peut pas reprendre encore cette même analyse en disant que non, parce que le salaire a baissé ici. Donc, obligatoirement, il faut que celle-ci se déplace encore. Non, tu es en train d'utiliser la même chose deux fois. Okay? Pour pouvoir faire déplacer la courbe de la demande, il faut trouver un mécanisme qui va venir agir directement sur la demande sans passer par le salaire. Okay? Parce que le salaire, c'est comme ce n'est qu'une conséquence. C'est l'équilibre, en fait. Parce que, monsieur, le salaire, essentiellement, si je comprends bien, ça va vraiment plus affecter la population active, qui est déjà une population fixe dans de la population qui est en mesure de travailler. Alors que l'autre option, là, c'est que où est-ce qu'il y a un déplacement, c'est vraiment quand il y a un influx de population, de nouveaux travailleurs. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres idées. J'ai oublié, j'ai lu même ce matin ce qui est écrit ici, mais je l'ai oublié encore. Ok. Je l'ai lu ce matin. Mais... Ok, c'est quoi? L'arrivée d'un niveau, une hausse. Ok, c'est la consommation. Donc, on traduit l'idée de la consommation ici. Donc, consommation, comment est-ce qu'on pourrait voir ça, la consommation? Ok, donc ceux qui viennent sur le territoire vont consommer. Voilà, s'ils consomment, c'est que ça va entraîner une certaine dynamique. Voilà, ça rejoint un peu l'idée de Samuel. C'est que les entreprises vont produire beaucoup plus et quand elles produisent beaucoup plus, c'est qu'elles veulent embaucher beaucoup plus. Donc, c'est en dehors vraiment du salaire. Donc, c'est en dehors du salaire. Donc, vu qu'elles veulent produire plus, il y a comme leur propension à embaucher, à augmenter indépendamment vraiment donc du salaire même. Donc,
Il y a aussi cette possibilité, effectivement. Donc, ça peut être dû au fait que les migrants sont des employeurs potentiels, mais aussi, ce sont des consommateurs potentiels. Donc, en consommant, ça va booster l'activité économique. Et quand ça booste l'activité économique, c'est qu'on veut embaucher beaucoup plus. Donc, la demande du travail va se déplacer aussi vers la droite. OK? Et là, on va répondre à la dernière question. Je veux vraiment que ça soit correct avec vous, hein. Et je fais exprès aussi de ne pas jouer celui qui a tout dans la tête et qui déverse pour vous. Vous amener comment est-ce qu'on peut aussi réfléchir, même si vous n'avez pas tout mémorisé, adopter une méthodologie scientifique ou bien juste un petit peu votre raisonnement et ne pas avoir juste confiance que vous pouvez juste raisonner un peu et puis trouver la réponse, quoi. Donc, c'est pour ça que je fais exprès. Bon, c'est vrai, je l'ai lu ce matin, mais je ne fais pas l'effort de garder ou bien de prendre les notes pour vous restituer simplement, mais de vous montrer aussi comment ça fonctionne. Okay? Alors, la dernière question, je vais refaire le graphique. Non, je vais aller. Ça, c'est important. Oups. Voilà. Alors, on va faire ça un peu plus grand. Voilà. Donc, on va tracer les courbes originales de l'offre et la demande. Alors, premièrement, on avait dit que l'offre va se déplacer vers la droite, donc parallèlement. Donc, ça, c'est la nouvelle courbe d'offre. Okay. On va tracer la nouvelle courbe de demande aussi. Elle va se déplacer. Donc, on a vu que le salaire quitte ici pour descendre là. Vous voyez? Donc, je vais tracer aussi la nouvelle courbe d'offre, la nouvelle courbe de demande. Bon, je vais utiliser une autre couleur verte. Donc, je vais faire exprès, je vais m'écarter fortement. OK. Donc, ça se déplace vraiment de là pour aller là. Donc, vous voyez que ici, le salaire va se retrouver ici. Parce que ça, c'est la nouvelle demande. Ça, c'est la nouvelle offre. Donc, le salaire va se retrouver ici. Et le salaire va baisser et puis ça augmente après. Donc, le fait que la demande se déplace vers la droite, ça augmente le salaire. Le fait que l'offre se déplace vers la droite, ça diminue le salaire. Alors, quel sera l'effet total? Ça va dépendre. Supposez que j'avais tracé cette offre, je ne l'avais pas tracée comme ça et que je l'avais tracée comme ça. Vous voyez que le nouveau salaire devrait être ici. Est-ce que ce bleu est vraiment visible pour vous? Bien, je peux changer. Oui, on le voit. OK, c'est parfait. Donc, j'ai tracé deux courbes de demandes différentes et vous voyez que la position du salaire d'équilibre, bon, je vais recommencer à 0. Ça, c'était le salaire initial, W0. Après, on est venu ici, W1. Donc, quand l'offre a augmenté, c'est ça le salaire. Maintenant, quand la demande aussi change, on va avoir ce salaire-là, W2. Donc, c'est comme le W final. Okay, je vais mettre W étoile. Mais ça va dépendre aussi, si j'avais une faible augmentation donc, de la demande, j'allais avoir un W étoile comme ça. Donc, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pour vous montrer que ça va dépendre vraiment donc de l'effet qui le domine sur l'autre. Vous voyez ici, j'ai fait en sorte que le déplacement vous voyez, le vert est tellement écarté du noir. Et vous voyez, cette épaisseur est beaucoup plus large que cette épaisseur-là.
Ce qui fait que finalement, on retrouve un salaire W étoile qui est plus élevé. Alors que quand je fais un déplacement de la demande beaucoup plus faible que le déplacement de l'offre, vous voyez que le salaire d'équilibre est plus faible que le salaire initial. Donc, ça va dépendre maintenant donc, de l'effet qu'il emporte sur l'autre. Est-ce que c'est le déplacement de la courbe de l'offre qui l'emporte sur le déplacement de la courbe de demande ou bien le déplacement de la courbe de demande qui l'emporte sur le déplacement de la courbe de l'offre? Celui qui l'emporte sur l'autre va déterminer s'il va avoir une augmentation ou une baisse ou une diminution donc, du salaire. On sait que le déplacement de la courbe de l'offre fait diminuer le salaire et le déplacement de la courbe de demande fait augmenter le salaire. Donc, si la courbe de demande l'emporte sur la courbe de l'offre, c'est que le salaire va augmenter et vice-versa. D'accord? Il faut juste bien comprendre ça. Il faut vraiment comprendre ça. Donc, si la demande l'emporte, les salaires vont descendre, c'est ça? Non, le salaire va augmenter. OK, excusez. Si l'offre l'emporte. C'est ça. Oui, OK, je comprends. Excusez-moi, je le voyais l'autre bord. C'est ça. Je veux que vous me posiez la question là-dessus. Pouvez-vous répéter comme là, vous avez dit si la courbe de la demande augmente, les salaires vont augmenter? Oui. OK, merci. C'est ça. Parce que ceux qui demandent le travail, ce sont les employeurs. Si les employeurs sont nombreux à demander, intuitivement, sans regarder la courbe, c'est que les salaires vont augmenter. Parce que les gens veulent embaucher. Donc, ce sont les travailleurs qui vont être en position de force. Donc, les salaires vont augmenter. Et c'est ce qu'on voit ici aussi. OK. Parfait. Est-ce que c'est bon, c'est clair pour tout le monde? OK. Je pense que quand je vais le corriger, c'était écrit effectivement que l'un emporte sur l'autre, mais il n'y avait pas de graphique. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, l'arrivée des migrants a donc deux effets opposés, puisque ici, il n'y a pas écrit. OK. C'est ça. Il y a deux effets opposés. La demande de travail augmente, ce qui a tendance à augmenter le salaire. C'est la première des choses. Et dans le même temps, l'offre de travail augmente, ce qui a tendance à baisser le salaire. C'est la deuxième chose. En théorie, l'effet donc être positif. L'effet peut être donc positif ou négatif. Et ça va dépendre de celui qui l'emporte sur l'autre. OK. Et là, il nous donne un petit exemple. Pour la petite histoire, la ville de Miami a connu une arrivée massive de migrants cubains dans les années 90. Et donc, bien plus tard, les études ont montré que cette vague de migration a eu des effets positifs sur l'emploi et les salaires. C'est-à-dire, il y a une augmentation de l'offre de travail plus que l'augmentation, une augmentation de la demande de travail plus que l'augmentation de l'offre de travail. Donc, l'offre de travail a été compensée par la hausse de la demande de travail, par l'arrivée des migrants. Bon, peut-être les Cubains mangent beaucoup, ils consomment beaucoup, ils dépensent beaucoup. Ou bien les Cubains ils ont eu à booster donc, le marché du travail en créant d'autres emplois, peut-être le marché, je sais pas, d'autres marchés, en quoi je ne connais pas le Cuba, mais peut-être que d'autres choses, peut-être qu'ils sont excellents. OK. Parce que ça, c'est le dernier exercice, le moins important aussi. Mais est-ce que jusque-là, le tableau est bon pour tout le monde? Si vous maîtrisez tous ces exercices, je pense que ça devrait être bon pour le quiz. Et je vous conseille aussi en même temps, dans les questions de l'intra, il y a un exemple d'intra dans lesquels c'est des thèmes 1 à thème 5. Donc, il y a les questions donc, de chômage et de travail qui sont là-dedans. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez regarder ça pour vous perfectionner. OK. Alors, donc, on va prendre deux économies histoire donc de refléter un peu donc, cette notion de rigidité et de flexibilité du marché
On prend deux économies vraiment, et puis on essaie de regarder le taux de chômage dans ces deux économies, et puis voir aussi comment il y a des séparations dans un autre pays, et puis il n'y en a pas dans un autre pays, mais finalement que le taux de chômage est le même. Okay, donc, soit deux économies A et B, la population active entre ces deux économies est de et de 1000 personnes, donc la population active. En 2015, 100 personnes étaient au chômage dans le pays A et 100 étaient au chômage dans le pays B en 2015. Mais en 2016, 80 chômeurs ont trouvé un emploi, 70 employeurs, 70 travailleurs ont perdu leur emploi dans l'économie A. La même année, 15 chômeurs de l'économie B ont trouvé de l'emploi et 5 travailleurs ont perdu leur emploi. Alors, calculez le taux de chômage dans l'économie A en 2015 et en 2016. Okay. Le taux de chômage, c'est vraiment le nombre de chômeurs divisé par la population active. Okay. Donc, ça fait le nombre de chômeurs en 2015. Dans le pays A, c'est combien? 100 personnes étaient au chômage, donc il y avait 100. Et la population active, c'est 1000. Donc, ça fait combien? 10%? Oui. Voilà. Ça fait 10% en 2015. Et en 2016, là, il faut trouver aussi le nombre de chômeurs en 2016 dans le pays A. Mais combien? On sait qu'il y en avait 100 et puis après, 80 ont trouvé un emploi. Donc, il y a 80 qui vont partir, qui ne sont plus au chômage. Mais en même temps, il y a 70 qui ont perdu leur emploi. Donc, 70 sont revenus au chômage. Donc, au total, 90, n'est-ce pas? Donc, ça fait 90 chômeurs. Donc, ce qui donne finalement un taux de chômage de 9%. De 9%. Pour le pays A. On fait pour le pays B ici. Alors, pour le pays B, en 2015, c'est aussi 10%. Donc, il y avait 100 qui étaient au chômage. OK, c'est la même chose. Et pour le pays B, maintenant, en 2016, il y a 15 chômeurs de l'économie. Donc, ils étaient aussi, le nombre de chômeurs, c'était 100, okay, dans le pays B. Et après, il y a 15 qui ont trouvé de l'emploi, donc 15 qui ne sont plus au chômage. Et après, 5 ont perdu de l'emploi. Donc, 5 personnes vont revenir encore au chômage. Donc, ça fait 90 aussi. Donc, un taux de 9%. Donc, une économie qui a la même structure sur le marché, enfin, qui a le même taux de chômage, mais qui n'a pas la même structure du marché. Et une est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de séparation, et beaucoup plus de séparation et beaucoup plus de rencontres aussi. Ici, beaucoup moins de rencontres et beaucoup moins aussi de séparation. Vous voyez? Donc, il y en a une qui est beaucoup plus flexible, l'autre plus rigide. C'est ça. Donc, c'est facile de trouver du travail ici que de trouver du travail ici. Mais le taux de chômage est le même. Donc, c'est ça. Moi, je préférerais... Ça dépend. Si vous êtes un chômeur, vous préférerez ici. Mais si vous êtes quelqu'un qui a déjà du travail, vous préférerez ici. Parce que c'est comme des bulles. Hein. Une fois que vous rentrez là-dedans, vous ne sortez pas ici, dans ces marchés rigides. Si vous êtes en emploi, voilà quoi, vous êtes là-dedans. Si vous êtes au chômage, c'est difficile de rentrer dans l'emploi.
OK. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant que je me fasse? OK. Mais là, je vais vous emmerder un peu avec une formule. Bon. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas bien grave. D'accord? Enfin, pas que vous ne compreniez pas. Si vous n'arrivez pas à écrire cette formule, ce n'est pas bien grave. Donc là, ils nous disent que, bon, avant ça, je vais vous lire la discussion. Donc, le taux de chômage sont similaires dans les deux économies, mais les flux sont très différents. L'économie B est très peu dynamique. Les chômeurs restent au chômage plus longtemps, alors que l'économie A est très, très dynamique. Les chômeurs ne demeurent pas toujours chômeurs et les travailleurs ne demeurent pas toujours travailleurs. Il y a de fortes séparations et des fortes rencontres. Alors, donc, on nous donne maintenant, donc, de manière théorique, on veut qu'on construise aussi une formule mathématique. Donc, je vais vous présenter ça. Okay? C'est la moindre des choses. Donc, soit c'était le nombre de chômeurs. On nous dit le nombre de chômeurs, c'est C à la date T. Et XT plus 1, le nombre de chômeurs qui ont trouvé un emploi à la date T plus 1. Donc, ils vont quitter le chômage. Et le nombre, et ET plus 1, le nombre de travailleurs qui ont perdu leur emploi à la date T plus 1. Donc, ils vont quitter vraiment l'emploi pour revenir au chômage. Et NT, la population active. Donc, ce chiffre que je viens de mettre ici, c'est tous ceux qui seront au chômage l'année prochaine. Parce que ça, c'était ceux qui étaient au chômage cette année. Et ça, c'est ceux qui vont quitter le chômage pour trouver du travail. Et ceux qui vont revenir vraiment du marché du travail, qui vont revenir vraiment de l'emploi pour tomber dans le chômage. Donc ça sera les chômeurs à l'année prochaine. Alors, on dit que NT, c'est la population active. Donc, trouver le lien entre les flux d'entrée et de sortie du chômage et le taux de chômage. Bon, ça c'est entrée, sortie du chômage. Pour avoir le taux de chômage, c'est quoi? Ça fait CT plus 1, genre le nombre de ceux qui sont au chômage. Donc, CT moins XT plus 1 plus E T plus 1 divisé par la population active. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi. On va nous blaguer encore. C'est cette formule qu'on a utilisée juste ici pour calculer vraiment le taux de chômage en 2016. Donc, ne soyez pas mystifiés. Il n'y a rien du tout. C'est simple. D'accord? De toute façon, je ne vais pas vous demander ça. C'est clair. OK. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est clair. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Oui. Donc, c'est divisé par NT plus 1 ou NT? Parce que dans le corrigé, c'est écrit divisé par NT plus 1. Okay. Je pense qu'ils se sont trompés dans l'exercice. Non, c'est moi. C'est moi, j'en mets juste le T plus 1, c'est tout. Ok, d'accord. Même s'ils n'ont pas mentionné dans l'exercice, ils ont juste mis NT, c'est la population active. Oui. Attends, je vois. OK, c'est N plus 1. Ici, OK. Ici, NT, la population active. Ouais, il devait juste préciser à la date T. Genre à la date T. Parce que là, on essaie de trouver le taux de chômage à la date T plus 1. Donc, ne prenez pas trop au sérieux cela, quoi. Faut pas prendre ça trop au sérieux. Parce que moi, si tu mets NT, bon, c'est qui va jamais arriver, parce que je vais pas demander ça. Parce que le quiz, quand ça passe, quoi. Ça sera pas dans le final. Si tu mets NT, c'est correct. Tu mets NT plus 1,
C'est correct. Parce que dans le fond, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que d'abord même, bon, là, ils nous disent que c'est le nombre de travailleurs qui ont perdu leur emploi, qui auront perdu leur emploi à la date T+1. OK? Ce qui fait que dans la conception même, ce que j'ai calculé ici, c'est pour ça que j'ai mis CT+1. C'est le nombre de chômeurs à la date T+1. OK? Ça veut dire que cette formule même, elle est vraie que pour la date T+1. Donc, il faut trouver aussi la population active à la date T+1. Donc, il faut faire la différence, le rapport entre CT+1 et NT+1. Mais ce n'est pas vraiment important. C'est important, d'accord? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une question par rapport à la séparation que vous avez nommée tantôt. Est-ce qu'il y a une formule pour ça ou c'est dans quel contexte qu'il y a de séparation? Dans le fond, c'est quand il y a une augmentation de la baisse de l'offre? J'ai comme pas compris. Moi-même, je ne comprends pas. La séparation, je ne sais plus trop ce que j'avais dit. Tantôt, vous aviez parlé, je ne sais plus dans quel numéro, mais vous avez dit lorsqu'il y a séparation, c'est dans quel contexte ça? C'est-tu important pour le quiz et ces choses-là? Oui. C'est quand tu fais renvoyer. Essentiellement, une séparation. Oui, Chamil, tu peux parler un peu plus fort. Pardon, j'ai dit, c'est lorsqu'on se fait renvoyer ou est-ce qu'il y a des employeurs qui Ah, OK, c'est de ça, Guyane? Okay. Oui, c'est ça. OK, donc la séparation, c'est quand, OK. Exactement ce que monsieur vient de spécifier. OK, en fait, c'est ça. Une séparation, c'est quand on perd son emploi. OK. Et une rencontre, c'est lorsqu'on perd un emploi, c'est ça? Exactement. Donc, une rencontre, c'est quand vous trouvez du travail. Bon, c'est juste que... OK, c'est logique. Parfait. Merci. C'est ça. Merci, monsieur Samuel. Bien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. C'est parfait. Je pense que c'est bien parti. OK. Bon, moi, je vous souhaite le meilleur. Reprenez les exercices tranquillement. S'il y a d'autres zones d'ombre, envoyez-moi un courriel. Je vais vous répondre. OK? En tout cas, on continue, on met le paquet. Vous mettez le paquet pour le quiz et puis, bon, le final, vous gérez comme vous le voulez. Parce que dans les 2 semaines, vous n'aurez pas à composer pour les autres cours que vous suivez. Ce qui fait que c'est bien de vous mettre là-dedans maintenant. Si vous avez 15 sur 15 et vous ajoutez à votre niveau d'intra, même si au niveau du final, vous avez d'autres examens, vous êtes pris de gauche à droite. Il va y avoir moins de pression. Voilà, c'est ça. Il va y avoir moins de pression sur vous. OK. Donc, je pense que c'est bon. Je me souviens que vous avez dit au début de session que généralement le final est désastreux. Ouais. C'est ça. C'est parce que le seuil de difficulté est plus élevé ou c'est simplement par justement le fait qu'on a plein d'examens et que généralement les notes sont moins élevées? Plus de matière? Il y a plus de matière d'abord et puis aussi, on est vraiment à la fin. C'est que souvent, le quiz se passe bien aussi. Et tout le monde anticipe que, bon, c'est correct, quoi. Il y en a qui baissent vraiment la garde. Okay. Mais ce n'est pas aussi difficile que ça. Ce n'est pas vraiment difficile. Ça va être à peu près le même seuil de difficulté. Oui, c'est la même chose. OK, parfait. Ça va être la même chose. OK. Donc, du courage à tout le monde. Donc, au revoir. Bye bye. Bon, pour dire, j'étais quand même content un peu donc, de votre intra. C'était bien. Donc, on continue comme ça. En tout cas, pour ceux qui se connaissent souvent, vos notes, c'était bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye.